Salut, c'est Maxence et bienvenue dans un nouvel épisode de 24 of 24. Aujourd'hui, je reçois Gaël Cyr, un comédien qui a explosé sur Instagram cette année en incarnant des personnages comme Gaspard, consultant senior, Ralph, agent immobilier ou encore Charles-Antoine. Salut Gaël Cyr. Salut Maxence. Comment ça va ? Bah au top, je suis très content de te rencontrer, moi aussi, d'échanger avec toi. Trop content, j'ai plein de questions sur toi, sur tes personnages, sur tout ce que tu crées et t'as créé cette année. Ouais. Peut-être avant de commencer, je commence toujours le podcast par la même question pour tous mes invités, qui est quel a été toi ton souvenir le plus marquant de cette année 2024 ? Alors elle n'est pas finie, on est début décembre, fin novembre, mais sur l'ensemble de l'année, est-ce que tu as une rencontre, une personne, un jour, un souvenir qui t'a marqué ? Oui, absolument. En fait, forcément, mon année 2024 a été très spéciale parce que c'est l'année de la découverte d'un public. Donc effectivement, un petit peu avant l'été, quand mon compte Instagram s'est mis à... Alors j'ai appris qu'on disait Instagram et plus Instagram. Ok. Ma femme qui me reprend là-dessus. Donc quand mon compte Instagram a décollé, bah ouais, c'était sensationnel pour moi et donc c'est une rencontre d'une certaine manière parce que voilà, rencontrer un public, c'est assez fort quoi. Ouais. Et donc même si ça s'est étendu sur une période assez longue, hein, et puis que ça continue. Mais ça a vraiment été le temps fort de cette année pour moi, oui. Parce que toi, si on rembobine, t'as commencé le théâtre il y a quelques années ou c'est quelque chose qui est assez récent ? Quel est un peu en fait, construction d'artiste ? Je crois que j'ai commencé à faire le clown depuis que je suis bipède. Et donc j'ai toujours fait le con depuis tout petit. Après le théâtre, j'ai commencé en amateur à partir de la fac. Ok. Et après, au gré d'une période de chômage, j'ai suivi une formation professionnelle intensive au cours Jean-Laurent Cochet. Et donc, je crois que c'est à partir de mars que tu as commencé à publier les premières vidéos, en tout cas publiquement. Je ne sais pas si si tu avais publié des vidéos avant. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui t'a poussé à publier ces vidéos sur, comment ça s'est passé sur Instagram, ouais. C'est quoi le fait qui t'a poussé le déclencheur. Le déclencheur. En fait, ça faisait quelques temps que j'avais repéré sur Snapchat ces masques virtuels avec lesquels je m'amusais déjà chez moi et je partageais des trucs avec des potes. Mais c'est après une période d'arrêt de travail dont je suis ressorti très fragilisé. J'ai ressenti le besoin de faire de la comédie, sachant qu'en fait je savais pas trop comment reprendre le théâtre parce que j'ai une vie de famille assez prenante. J'ai 3 enfants de moins de 8 ans et j'arrivais pas un truc à faire le soir. Je trouvais pas la formule et donc un jour, alors que j'étais chez moi, j'ai ouvert Snapchat et j'ai commencé à jouer avec les masques. Et puis, comme je le dis, il y avait quelque chose d'assez thérapeutique puisque devant certains masques, eh bien, se sont mis à sortir différentes émotions, différents personnages que j'avais, je pense, intégrés depuis de longues années, que ce soit à la fois dans ma vie familiale et professionnelle. Et en fait, il en est ressorti des petites capsules que moi je trouvais très, très amusantes, et puis avec cet effet de réel qui me plaisait bien, malgré le masque, c'est le paradoxe. Et donc je me suis mis effectivement un jour, je me suis dit, je vais partager ça sur mon compte Instagram, qui était au repos depuis plus de 8 ans en fait. À la naissance de mon premier enfant, j'ai complètement décroché d'Instagram parce que ça me cramait la tête. Et donc j'avais un compte Gaël Cyr en fait depuis les débuts d'Instagram qui était là en sommeil. Et tu l'as réveillé. Et j'ai réveillé le compte en postant un premier contenu et puis un autre, puis un autre. Et justement, tu dis que c'est thérapeutique. Ça t'a mis du temps ou ça a été très naturel pour toi, tu vois, de prendre ces masques virtuels et de trouver tout de suite des personnages un peu clés? Ou est-ce qu'en gros, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'itérations, tu vois, sur les personnages, sur l'écriture, ou est-ce que assez naturellement, il y a des gros personnages qui se sont distingués, je pense à l'agent immobilier du 16e, je pense au consultant, etc. Est-ce que c'est des briques qui sont sorties rapidement?
Non, en fait, oui et non, parce qu'en fait, le processus créatif s'est fait rapidement dans le sens où face au masque, ils sont sortis. Ouais. Mais en fait, tous ces personnages, ben, ils sommeillaient en moi, ou même pas en sommeil. Je veux dire, la quinca burn-outée qui en peut plus de son mari pervers narcissique, ça, c'est un personnage qui est en moi depuis des années, et je joue avec, il fallait un jour qu'il sorte, et mon Ralph aussi, et donc c'est à la fois sur le temps long et le temps court, parce qu'il y a un moment où paf, c'est sorti, quoi. Et après, ton processus typiquement d'écriture, est-ce que c'est écrit? Est-ce que tu improvises tout? Est-ce que tu t'erres pendant des heures et des heures sur un personnage et tu te dis ah ça y est, j'ai 1 minute qui est intéressante et c'est ça que je vais poster? Comment ça se passe sous le capot, tu vois, de Galancière? Alors sous le capot, ben, en fait c'est un peu les deux, puisqu'il y a une part d'improvisation. Il se passe beaucoup de choses quand ben, en fait, je joue avec les masques, avec les différents filtres que je cherche et que je fais défiler. Et donc je laisse sortir des choses spontanément. Et puis l'écriture, elle est itérative, parce que voilà, je vais faire une séquence et puis je vais la retourner après. Il y a quelque chose qui se creuse dans le propos, dans le sketch. Puis il y en a certains où en fait j'ai une idée et je la note pour plus tard, tu vois. Mais c'est une écriture sur le long cours. Donc j'ai mon petit Siri, là je parle et je me vide la tête à chaque fois que j'ai une idée qui me traverse, pour après quotidiennement les revoir et puis en faire quelque chose un peu... Enfin, c'est au jour le jour en fait. Et tu te rappelles du moment où tu as posté la première vidéo? Ou en tout cas la première fois où tu l'as mis publiquement et tu t'es dit ok, je livre ce personnage Ouais. publiquement et on verra ce que ça donne. Est-ce que tu avais des attentes particulières, ou est-ce que juste tu t'es dit moi ça me fait marrer, je l'ai montré à 2-3 copains, on a bien rigolé et... Non, j'avais pas d'attente. En fait, la première vidéo, je crois que j'ai mise, c'était pas un filtre Instagram, c'était pas un filtre Snapchat, c'était un filtre Instagram. C'était un gars avec une grosse mâchoire aussi, mais avec une voix déformée comme ça, et qui parlait et qui disait... c'était une sorte de père de David Tapoche, qui disait si tu veux gagner un maximum de blé sans rien branler. et là, il y a un petit truc qui est sorti, et donc c'est le premier truc que j'ai partagé en story. Et puis après, il y a eu Patrick, le gros patoche, quoi, celui qui aime les femmes, à leur juste valeur, j'ai envie de dire. Et donc voilà, Patrick, il est sorti après. Et en fait, ouais, et moi, ça me faisait rire, donc je l'ai partagé. Et je trouve, la leçon du truc, c'est que j'ai vraiment voulu offrir en fait ce dont moi j'avais besoin, parce que derrière l'humour, derrière ces personnages, en fait, c'est pas complètement gratuit. En fait, il y a une certaine vision de la société, derrière la satire, il y a une forme de critique aussi, où je mets en question ce que représentent les personnages, des phénomènes de société qui ont cours dans notre époque. J'avais besoin d'humour sur ces sujets qui, moi, personnellement, me questionnaient. C'est-à-dire le management, cet essor du développement personnel à outrance, les abus d'autorité de toutes sortes, au sein des familles, au travail. Et donc, et à ma connaissance, je ne voyais pas trop d'humoristes aller sur ces terrains-là. Et donc voilà, moi j'y suis allé, mais sans me dire je fais un truc exceptionnel. En fait, j'ai été assez surpris. J'étais vraiment le premier spectateur de ce qui s'est passé, parce que je me suis dit mais je comprenais pas pourquoi ça décollait. Oui, moi je trouvais ça très bien ce que je faisais, mais je me disais mais en fait ces masques là ils existent déjà depuis longtemps, et puis je veux dire il y a plein de gens qui sont bourrés d'humour et qui sont tout à fait capables de faire ça, et donc c'est vrai que ça a été une surprise de voir le compte décoller. Et justement, tu te rappelles d'un moment où vraiment tu sens que ça prend? Est-ce que ça a été linéaire, ou est-ce qu'il y a eu, tu vois, quelques personnages ou quelques vidéos qui t'ont particulièrement fait décoller, où tu t'as senti avoir trouvé un public sur certains personnages? Bien sûr, j'ai vu des différents rebonds en fonction des personnages. Le premier vrai décollage, il a eu lieu avec le personnage de Charles-Antoine, diplômé HEC, où là il y a eu un tressaillement dans l'algorithme. Et après, là où ça s'est vraiment mis à exploser, c'est avec le personnage du consultant en bullshit, en fait. Ouais. Qui a parlé à beaucoup de monde, visiblement. Et c'est très étonnant aussi de voir à quel point ce personnage parle largement, quoi. Et rejoint les gens Je pense que derrière tous ces rires, derrière cet engagement autour de ce personnage, de ce contexte,
je pense qu'il y a une forme de souffrance au travail, en fait. Hein. Et le rire vient consoler, en fait, ces situations qui sont parfois vraiment douloureuses, bloquées, avec des pertes de sens, avec des formes de violence, en fait, qui sont banalisées sous prétexte de performance. Et à ce propos, est-ce que toi, tu as eu des retours du coup de personnes qui te disent merci en fait pour tes vidéos parce que je pense que ça me fait du bien, ça me fait rigoler sur des situations que je vis potentiellement au quotidien, quoi. Ouais, j'ai eu deux trucs. Alors évidemment, j'ai plein de retours super positifs de personnes qui disent exactement ce que tu viens de dire, quoi. Merci. Et puis j'ai des retours aussi assez marrants de gens, de consultants qui disent purée, tu fais quand même beaucoup de mal à la profession. Et ouais. C'est vrai que c'est très satisfaisant, ça, d'avoir des retours comme ça. Où c'était vraiment mon souhait, en fait, depuis ces dernières années, où je me suis beaucoup cherché professionnellement. C'était de me dire comment je peux faire quelque chose qui me passionne, dans lequel je suis à l'aise, et qui en même temps fait du bien, apporte une plus-value. Et j'ai l'impression que, d'après les retours que j'ai, que ça fait du bien et ça m'encourage à continuer. Ce que je trouve intéressant aussi dans ton approche, c'est le côté t'as une multitude de personnages que tu mets en scène et t'as aussi un success store sur lequel t'as des objets. Est-ce qu'il y a vraiment des objets à vendre? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont acheté des objets? Moi, c'est ma question. Le Galancière Success Store, il existe vraiment. Il est né d'une intuition que j'ai eue cet été, parce qu'en fait cet été je me suis dit en fait qu'est-ce que je fais de tout ça, de cette émulation, comment transformer ça, parce que en fait là aujourd'hui techniquement je suis inscrit à Pôle Emploi, quoi, et donc j'ai pas des gros revenus, et donc cet été il m'est venu, j'y réfléchissais et je me suis dit ce serait bien de faire du merchandising. Et pour la petite histoire, en fait, je trouve que c'est sympa de le raconter, mais cette idée m'est venue en repensant à un cadeau qu'on m'avait fait en entreprise. Ma femme avait fait une fausse couche et j'avais deux collègues qui m'avaient offert un t-shirt, un petit cadeau de consolation avec une petite punchline que je disais toujours dans les bureaux. Et c'est en repensant à ça, je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose à faire avec tous ces messages. Mais cette anecdote, elle est importante parce que c'est pour dire que, effectivement, derrière mes sketchs, notamment sur la vie corporate, il y a une critique assez acerbe du monde du travail et de l'entreprise. Mais en fait, il se passe aussi des belles choses dans l'entreprise. C'est pas que un enfer, et ce souvenir dont je te parlais en fait partie. Voilà, c'est ces petites attentions touchantes. Et c'est en fait ce cadeau-là en y repensant, qui m'a dit, mais parce que j'observais le phénomène et je me disais, il y a quand même beaucoup de gens qui récupèrent les éléments de langage qui sont dits dans mes sketchs. Donc, comment transformer ça dans le monde réel, sachant que j'ai vraiment un souci, une vision, une visée dans ce que je fais. Tout est très virtuel, mais je crois, en tout cas mon souhait, c'est qu'il y ait une finalité qui s'incarne, en fait. Donc je ne sais pas encore comment ça va vraiment se passer, mais ce Success Store est une première étape. Il existe, je l'ai créé de mes blanches mains à la rentrée, et donc j'ai créé différents mugs assertifs d'une très haute premiumité, et complètement statutaire, en tout cas pour ceux qui se les achètent, et en fait ça cartonne, quoi. C'est vraiment génial. Je suis étonné de voir à quel point ça marche. Donc voilà, pour te répondre, oui, il y a une boutique, et oui, ça marche. Les gens achètent des mugs. C'est quoi le mug le plus vendu du Success Store? T'as une idée? Oh oui, mais sans surprise, c'est le mug J'ai pris le lead. Ouais. Et je pense que derrière, en fait, c'est un message assez fort quand même, hein, cette prise de lead. Je creuse moi-même et je médite là-dessus, hein, mais effectivement, on est à une époque où je pense que globalement, les gens ont l'impression de subir beaucoup. Ils subissent une situation économique, sociale, et c'est vrai que même si c'est sur le ton de l'humour et de la déconne, il y a quand même... on sent qu'il y a dans le cœur des gens cette volonté de reprendre un peu le dessus et de ne plus subir. Et je trouve que c'est ma façon aussi de conduire un peu tous ces sketchs.
mon souhait à travers cette comédie, c'est que les personnes se réfléchissent en fait et s'interrogent au-delà de la vanne, au-delà du rire. Et j'essaie de toucher des cordes assez sensibles, voilà, pour que les gens se questionnent vraiment sur le sens de leur vie en fait. Comment tu trouves du sens, tu vois, dans ta vie, que ce soit professionnelle, personnelle, etc. Toi, j'ai l'impression que le théâtre, ça a été un peu salvateur pour toi et ça t'a redonné un peu une direction, si je comprends bien. Ouais. Et du coup, c'était juste si tu avais des clés à partager aux gens qui, tu vois, eux aussi se posent la question du sens, se retrouvent parfois confrontés à des personnages qui peuvent être un peu toxiques dans leur quotidien et se disent qu'ils sont pas forcément à la bonne place, quoi. En fait, je peux pas, je pense pas que ce soit mon rôle de donner des clés, en fait. Par contre, je sais que, enfin, ce que je voudrais faire, c'est avec le théâtre, avec la comédie, et ben, aller toucher ces cordes du cœur humain, entre le joie et la tristesse, utiliser les masques pour dévoiler aussi, parce que les masques, je m'en sers aussi beaucoup pour révéler en fait les personnes. Les masques, la comédie que je fais, ça révèle les hypocrisies aussi du monde, tout ce qui est les incohérences. Donc j'utilise les masques pour faire tomber les masques en fait, c'est le sujet de mon conte. Et le sens que j'y trouve, c'est que ça puisse aider les gens à ce que leur masque tombe et qu'ils se rendent compte en fait qu'aussi sous nos masques, on a tous en commun une sorte de misère commune. Je veux dire, on roule tous des mécaniques, mais dans le fond, on est très pauvres en fait sous nos masques. On est tous mortels, on va tous faire caca plusieurs fois par semaine pour certains, voire une fois par jour. Et c'est ce commun-là que je voudrais trouver. Et la vision que j'ai, c'est vrai, ça je pense qu'on peut en parler, c'est de vouloir rassembler au-delà des étiquettes. Alors ça fait un peu cucu comme ça, un peu comme un vœu pieux, mais je constate depuis quelque temps que la société est en fait très divisée et très polarisée. Alors là je passe en mode Charles-Antoine, c'est vraiment très très polarisé dans ces bulles algorithmiques. Voilà, j'ai lu ça quand j'étais à chez HEC, j'adore dire ça. Mais en fait c'est vrai, et avec les réseaux sociaux, ça accentue cet effet de division, chacun dans sa petite chapelle idéologique. Et moi ça, c'est d'autant plus une souffrance que je le vis au sein de ma propre famille. Donc c'est un peu ma blessure originelle qui joue beaucoup dans ce que je produis. Et il y a vraiment ce désir derrière ça de pouvoir faire rire, rassembler très largement. En gros, pour faire simple, je rêverais de faire un spectacle, un film, un théâtre qui puisse faire marrer à la fois la fille aux cheveux bleus avec le gâteau tradi. Alors voilà, c'est mon souhait. Peut-être que ça va faire rire certains, tellement ça, c'est un peu naïf. Mais je pense que c'est possible. Je pense vraiment que c'est possible. Et je pense que en fait, tous les artistes devraient... on gagnerait tous à ce que les artistes essaient d'aller dans ce sens, de produire des œuvres, quel que soit le support, qui rassemblent en fait, et c'est très exigeant parce que en fait ça nécessite de marcher, je marche un peu sur un fil, parce que voilà, parfois je vais sur des sujets un peu touchy. Il y a un peu la fonction du bouffon en fait dans ce que je fais aussi, le bouffon qui joue un peu avec l'autorité et quitte à se prendre parfois une claque ou se faire décapiter, donc c'est parfois un peu périlleux. En tout cas dans le fond, voilà, mon souhait c'est de pouvoir rassembler au maximum. Et je pense que tu le fais déjà. Enfin, j'imagine que dans ton audience, c'est quand même très, très large, quoi. Tu as probablement des gens qui se retrouvent dans les personnages plus corporate, d'autres dans les personnages qui sont moins liés au milieu professionnel, et que tout ça se mélange dans ton audience, non ? Oui, effectivement, c'est ce que j'observe depuis ces quelques mois. Et j'observe ça avec bonheur,
parce que je trouve ça génial effectivement de faire. J'ai pas du tout envie de faire de l'humour communautaire en fait. Ça m'intéresse pas, et c'est pour ça que j'ai à la fois du bonheur et un peu de l'appréhension de me dire mais est-ce que, parce que parfois il y a les gens ont besoin d'étiqueter en fait. Hein. Ils se disent, j'ai eu quelques commentaires de gens qui disaient, voilà, mais en fait, j'arrive pas à savoir pour qui ils votent quoi. Et ça c'est marrant, cette volonté de vouloir absolument savoir, en fait, mettre dans une case, mais en fait c'est mettre une étiquette, et ça revient en fait à mettre un masque sur les autres. Parce qu'il y a les masques qu'on se met, et puis il y a ceux qu'on met. Toi t'es ça, voilà, c'est ton. T'es comme ça, et je sais, c'est sécurisé, je maîtrise ce que t'es à mes yeux. Et alors qu'en fait, je pense qu'on n'est pas défini par nos idées politiques. Moi, ce que j'essaie dans ce travail théâtral, c'est justement d'aller chercher la fibre humaine, en fait, ce qu'on a vraiment en commun, au-delà de nos étiquettes. Donc je me réjouis beaucoup qu'il y ait cette diversité dans mon audience. Je souhaite vraiment que ça perdure. Mais après, c'est vrai que c'est un peu, j'ai conscience que c'est un peu un mythe, hein, de vouloir. Ça peut être un écueil, hein, de vouloir aussi plaire à tout le monde. Donc voilà. Et dans ta volonté de rassembler, que ce soit via le théâtre, via le cinéma, ce que tu mentionnais tout à l'heure, est-ce que toi, en tant que comédien, là, tu as des projets à court terme qui ont été ouverts justement grâce à ces personnages et à la visibilité que tu as pu avoir sur Instagram notamment? Alors effectivement, la visibilité que m'a donnée Instagram avec tous ces sketchs a effectivement provoqué plein de sollicitations et de propositions diverses, alors du milieu du cinéma, du spectacle. Je suis vraiment en train de discerner, parce qu'effectivement, tout cela va quand même très vite, hein, et donc je temporise pas mal. Voilà, à ce jour, j'ai pas vraiment de projet, de spectacle très, très clair, très précis. Je reconnais que j'avance un peu au jour le jour. Il y a une forme d'impro dans tout ça. Mais je suis très ouvert à toute proposition, à toute demande, parce que voilà, je crois beaucoup que c'est dans la relation que les opportunités viennent, et peut-être que quelqu'un voilà, qui vient d'un milieu auquel j'ai pas du tout pensé, ou d'un métier auquel j'ai pas pensé, va poser un regard sur moi, et qui va m'ouvrir à quelque chose que j'ai pas du tout imaginé. Donc je reste ouvert, attentif, mais assez prudent, quoi, parce que effectivement des ascensions comme ça très très fortes, ça demande de la sagesse, de la prudence, ce que j'ai pas forcément. Donc et justement on parlait un petit peu de ton processus créatif, du fait que parfois tu avais des idées et tu te dis hop, je les note et je les explorerai un peu plus tard. Est-ce que tu as des typologies de personnages que tu aimerais creuser, que tu n'as pas encore creusé, que tu trouves intéressant, ou tu penses qu'il y a quelque chose à gratter et qui te semble rigolo? Ma question, ça va plutôt être voilà, comment ces personnages vont évoluer en fait. Parce que c'est ça qui va être intéressant à observer. Comment ils vont se transformer aussi. Voilà, c'est plutôt ça. Après, j'avoue que je n'ai pas une programmation extrêmement précise de tout ce que je vais faire. Il y a une grande part d'improvisation dans tout ce que je fais. Ouais, justement, je me demandais, quand tu planifies un peu maintenant que tu as une audience et que tu te dis ok, est-ce que du coup cette audience-là vient avec peut-être une forme de pression de publier, ou tu vas faire vivre tes personnages pour garder ça, ou pas du tout, et tu continues comme tu le fais depuis le départ? Je me suis imposé un rythme de environ une vidéo par jour. En fait, il n'y a absolument rien qui m'y oblige. Mais c'est comme ça, là, au quotidien. Il se trouve que pour l'instant, j'ai des choses à partager. Il faut que je me méfie de pas trop mettre la pression, effectivement. Parce que si je pars du principe qu'il faut absolument que je mette une vidéo par jour, alors qu'en fait, voilà, personne m'y oblige, quoi. Donc il faut que je sois assez raisonnable et attentif à pas trop en faire, hein. Avec ça, plus ma vie de famille,
puis l'aspect commercial, SAV avec, avec ma boutique en ligne. Et puis toutes ces propositions, ces perspectives artistiques à réfléchir. Ça fait des bons gros piliers qui prennent du temps. Et voilà, donc ça demande encore une fois du discernement et de la pondération. Yes. Et est-ce qu'il y a un personnage que tu affectionnes particulièrement, sur lequel tu as soit plus d'inspiration, soit juste je sais pas, tu aimes jouer avec ce masque-là, c'est quelque chose qui est assez naturel pour toi? Oui, j'ai une tendresse particulière pour le personnage de Gaspard. C'est celui auquel je m'identifie le plus, je pense. Mais après, chaque personnage a son... En fait, chaque personnage a quelque chose d'attachant aussi. En fait, c'est ça qui est sympa, c'est que je les rends tous un peu misérables et parfois très mesquins. Mais c'est que derrière, quand je regarde un peu, il y a quand même quelque chose qui les sauve, en fait. Et alors, un peu moins le consultant senior, qui représente une certaine vision du chétan pur, de salopard. Mais c'est aussi un énorme plaisir de jouer des salopards. Et moi, je suis très gratifié quand des gens me disent si je te vois dans la rue, moi, je sais pas si je te fais un câlin ou si je te fous une claque, quoi. Ouais. Ça, c'est un truc qui m'avait beaucoup marqué dans mon cours de théâtre chez Cochet. C'était, en gros, quand tu joues un salopard sur scène, il faut que après la scène, quand tu descends du théâtre, il faut que les gens soient limite en train de se dire mais j'ai pas envie de te fréquenter, quoi, parce que qui distingue pas trop l'acteur et le personnage, quoi. Et ça, je trouve, c'est dans le métier de comédien, je trouve que c'est des choses très gratifiantes. Donc cette année, du coup, 2024, c'était très chargé pour toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup, pour 2025, l'année à venir? Eh bien, tu peux me souhaiter de continuer à faire rire beaucoup de gens, à faire du bien, tout en en ramenant honnêtement de quoi subsister pour ma famille. Voilà, j'aimerais bien pouvoir vivre. En tant que chef de famille, il faut que je stabilise économiquement ma famille. Et c'est vrai que ça peut être une appréhension parce que je me dis, les mugs, je ne vais pas vendre des mugs toute ma vie. Mais voilà, me souhaiter de trouver artistiquement un projet où va se concrétiser tout ce que je suis en train de créer. J'aime croire que c'est l'ébauche de quelque chose. Et j'espère que ça se concrétisera dans un spectacle, un film ou encore quelque chose auquel j'ai pas du tout pensé. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup, Galancière. Merci Maxence, merci beaucoup.